Merci Hermès du temps que tu veux m'accueillir. Je voulais faire cette petite intro avec les lamas et le livre Lama à 19 ans et après. Donc du coup voilà, je venais te voir pour évoquer cette incroyable expérience Ouais. de méditation. Donc est-ce que tu peux peut-être te présenter, parce que tout le monde ne te connaît pas, Exactement, ok. et nous faire part de ton expérience? Alors moi je m'appelle Hermès Garanger, je viens d'écrire donc le livre Lama à 19 ans et après. Et en fait je suis lama, donc j'ai été lama, c'est-à-dire l'équivalent d'un prêtre ou d'un rabbin. C'est un titre religieux dans le bouddhisme. Lama à 19 ans, c'est-à-dire que j'ai fait une retraite de méditation quand j'avais 15 ans et demi, qui a duré 3 ans, 3 mois et 3 jours. Et donc je suis la plus jeune femme occidentale au monde à avoir tenté cette expérience, qui fait qu'à 19 ans, j'obtiens ce titre de lama, d'enseignant du bouddhisme tibétain. Et pendant ces 3 ans, j'ai médité 14 heures par jour. Donc je sors de retraite à 19 ans avec 16 000 heures de méditation au compteur. Et après que j'ai continué à pratiquer jusqu'à aujourd'hui. Voilà comment je pourrais résumer un petit peu mon parcours assez rapidement. Mais je suis lama, je suis maman. Et je dis souvent lama, maman, productrice, puisque je travaille dans les médias, conférencière et auteure du livre. Ouais. Voilà. Donc un parcours quand même très original, très atypique. Et moi, quand j'évoque mon expérience de méditation Vipassana de 10 jours, dans le silence de 10 heures par jour, je me dis waouh, c'est un truc C'est de énorme. fou ce que tu as fait. 3 ans, 3 mois, 3 jours, 14 heures par jour. Et je vous invite évidemment à lire le livre, je mettrai le lien dans la description. Dans des conditions assez quand même rustiques. Assez, ouais, Que coupé moi, du monde. Moi où je suis allé, je vous invite aussi à vivre cette expérience de Vipassana. C'était en Bourgogne, c'est un centre, le plus grand centre français de méditation. C'est quand même tout confort. Oui. Et tu peux peut-être nous raconter le côté rustique de ce que toi tu as vécu. Ouais, moi, et c'était où? C'était en Bourgogne, dans des conditions traditionnelles, on va dire, c'est-à-dire le confort minimum pour justement ne pas développer d'attachement à l'extérieur ou au côté matériel. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi en fait. Voilà, donc coupé du monde pendant 3 ans. Donc j'ai vécu avec 10 femmes de 7 nationalités différentes et chacune avec sa petite cellule de 9 mètres carrés où on dort assise la nuit pour garder la concentration de la journée. Donc dormir pour assis... garder la concentration de la journée. Exactement. Ok. C'est-à-dire que méditer 14 heures par jour, c'est bien, ça développe une certaine concentration, lucidité, clarté. Mais après, si on dort, on est avachi et qu'on fait 12 heures de nuit allongée, on perd cette clarté. Et l'idée, puisque c'est une retraite traditionnelle telle que c'était enseigné au Tibet, l'idée, c'est de garder cette même clarté au moment du sommeil. Donc de rester dans la même position, donc toujours en tailleur, assis, dans ce même lieu de méditation. On appelle ça une caisse de méditation. Donc on médite assis dans cette caisse qui fait 1 mètre sur 1. Et la nuit, on enlève la petite planche qui nous sert à mettre nos textes tibétains. On la pose, on remplace ça par une couette, mais on reste dans cette même posture et on dort assis, quoi. Enfin, donc on pourrait dire dormir, mais en même temps, c'est presque méditer quasiment 24 heures sur 24 parce qu'on a un sommeil pas vraiment profond et qui reste très clair avec des pratiques de méditation, même la nuit, qu'on appelle les méditations du rêve. Donc voilà, on dit 14 heures par jour, mais la nuit, il se passe quand même des choses. Ouais, c'est même beaucoup au niveau plus, de l'esprit, du cerveau, ouais. Et du coup, quand tu en ressors, qu'est-ce que tu retiens en fait de cette expérience? Alors moi j'en sors à 19 ans où finalement j'ai grandi dans ce monastère, j'ai vécu on va dire 20 ans dans un monastère bouddhiste tibétain. Oui, parce que pour refaire un mini historique, t'es pas arrivé mes parents là-dedans ils m'ont par pas lâché hasard. comme ça en disant ouais voilà, je voudrais remettre le truc dans le contexte en disant je suis née dedans, j'ai grandi avec des lamas tibétains. On va dire que le Dalai Lama ou d'autres grands maîtres comme ça, pour moi c'était comme des grands-pères ou comme des références et ça fait partie de mon entourage. Un peu de la famille, quoi. Ouais, depuis ma naissance. Donc, j'ai pas été lâchée comme ça à 15 ans où mes parents ont dit tiens, on va se débarrasser d'elle, on va l'envoyer parce qu'elle est pas sage ou je ne sais quoi. Pas du tout. Moi, j'ai vécu entre, on va dire, avec 2 cultures, l'Orient et l'Occident. La journée, j'allais à l'école du village. Le soir, je rentrais au monastère, donc en Bourgogne. Et c'est vrai que quand on sort de retraite à 19 ans, mon père me dit tu vas passer ton bac parce que j'avais arrêté mes études à 15 ans et demi.
Et j'ai eu du mal à me dire, à 19 ans, de repartir comme ça, là, du jour au lendemain dans la société, dans la vie active, reprendre mes études. Je dis non, j'ai vécu 3 ans tellement intenses qu'il faut que je digère. Il fallait que ça se repose, que je trouve quoi faire de ma vie. Où Une transition, quoi. Ah ouais. Et donc, du coup, tu as fait quoi pour... Je suis partie vivre en Inde. Ok. 3 ans. Ouais. Transition pas forcément facile parce que l'Inde, c'est pas un pays... très reposant, doux et voilà, on est quand même confronté à la souffrance de voir les lépreux par terre, les mendiants, les enfants dans les rues, pas de maison de retraite, donc les vieillards et les mourants dans les rues, les crémations. Donc c'est vrai que je sors de retraite et un mois après, je décide de partir en Inde pour continuer de vivre ma spiritualité avant de reprendre mes études ou travailler. J'avais besoin de ce sas de décompression. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment un sas de décompression parce que l'Inde a été quand même... C'est un peu violent comme pays, mais j'ai adoré. Ok. Voilà. Ben, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, pour faire un peu le parallèle avec la retraite de méditation, c'est ça que j'ai trouvé violent, c'est le retour. Exactement. Finalement, le retour à la vie, on va dire, normale, ou cette société où c'est l'ultra-communication. C'est ça. Et le 10e jour, on revient en communication avec les autres. Et c'est pour moi, ça a été ça le plus violent en fait. Et toi, ça a été comment, un truc et machin et le lendemain, c'est de revenir dans la société. Il n'y a pas d'étape, c'est pas progressif, c'est radical. Ah ouais. Et c'est vrai que ça fait un bien fou de se reconnecter à soi au travers de cette méditation, au travers du silence. Donc j'imagine 3 ans, 3 mois, 3 jours, la violence que ça peut être en sortant, quoi. Moi je dis toujours que c'est plus facile de rentrer en retraite, enfin mon entrée et mon départ, même si j'ai dit au revoir à ma famille et que j'ai vu personne pendant 3 ans, je trouve que ce départ était plus facile que le retour. Le retour, tout est d'une violence absolue. Et puis de se dire qu'est-ce que je fais maintenant, quelle est la priorité des priorités, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment vivre aussi intensément, alors qu'on pourrait se dire mais 3 ans à être assis comme ça pendant 14 heures par jour, qu'est-ce que tu as fait, tu as dû t'ennuyer, mais pas du tout, jamais. Est-ce que tu peux répondre à cette question justement, parce que moi, et moi le premier, quand je vois quelqu'un méditer, alors que moi je l'ai fait, je médite régulièrement, mais quand on voit quelqu'un méditer, on a envie de le secouer, de lui dire mais bouge, qu'est-ce que tu fais, quoi. Alors que finalement moi je fais un peu cette comparaison de sportif de haut niveau, où finalement en fait là tu éduques ton cerveau et c'est vraiment, moi je fais cette comparaison. Qu'est-ce que tu pourrais dire en fait aux gens qui aimeraient peut-être méditer mais qui ils savent pas déjà comment, et qu'est-ce qu'on en retire en fait de s'asseoir et de méditer, c'est quoi le truc, quoi? Alors dans le bouddhisme tibétain, ce qui est différent de la méditation que toi tu as faite, qui est beaucoup plus stricte, en silence, etc. Je ne sais pas sur quoi tu méditais, si tu avais des supports de méditation, des visualisations. Support audio. Voilà, des textes à réciter. C'est vrai que nous, dans le bouddhisme tibétain, et en retraite en particulier, on fait environ 200 pratiques de méditation différentes. Et à aucun moment on a le temps de s'ennuyer, c'est-à-dire que l'esprit est tellement vaste, il y a tellement à faire et à découvrir, à explorer, qu'on n'est pas livré à nous-mêmes en disant tu t'assieds puis on te récupère dans 14 heures. On a un texte à réciter avec des mantras, des visualisations, des divinités. Et tout ça, c'est des supports de méditation justement pour nous aider à rester focus sur quelque chose et pas vagabonder dans tous les sens, parce que sinon pendant 3 ans on aurait pu penser à 1000 choses et 1000 projets pour après et le futur et l'avenir, etc. Là l'idée c'était de rester, et encore maintenant quand on dit méditer, le terme méditer en tibétain ça veut dire entraîner son esprit. Donc moi je considère que méditer c'est vraiment entraîner mon esprit comme un sportif qui entraîne son corps et qui s'entraîne, etc. Je fais aucune différence entre l'entraînement sportif et l'entraînement de l'esprit. Pour moi, c'est identique. L'entraînement physique et l'entraînement mental. Exactement, c'est vraiment un entraînement quotidien. Depuis la sortie de retraite, j'ai jamais passé une journée sans méditer. Pour moi, je m'entraîne tous les jours, je médite 1 heure par jour, mais il n'y a aucune contrainte. Je pense que comme comme un sportif, il va courir, il ne se pose même pas la question de est-ce qu'il pleut ou pas, il y va parce qu'il a une compétition à préparer.
moi, ma compétition, c'est d'être meilleure chaque jour. C'est une compétition avec moi-même. Et quand on médite, c'est pour développer des belles valeurs, des belles choses. Donc, c'est pas, je me suis pas posée comme ça pendant 3 ans en disant « Ok, je me pose et on va voir ce qui tombe du ciel et de partout. » C'est méditer sur un texte, méditer sur la bienveillance, développer, s'entraîner à développer la bienveillance, de l'ouvrir à plus large que les personnes qu'on aime. Par exemple, méditer sur notre enfant, et puis après sur tous les enfants de la famille, puis un peu plus largement les enfants du monde, et rester vraiment dans ce sentiment et dans ce ressenti, et de l'ouvrir à finalement aimer tous les êtres du monde, et sans faire de distinction entre les amis, les ennemis, etc. Ouais. Donc c'est vraiment développer des qualités qui sont en nous, l'altruisme, la générosité, l'ouverture d'esprit, la bienveillance, la concentration, la détermination, etc. Donc 3 ans, pour moi, ça n'a pas été très très long. Ouais. Je trouve que l'entraînement, j'aurais pu faire ça pendant 10 ans parce que développer tout ça, c'est infini, quoi. Oui. Pour moi, ça me paraît très très peu. Quand on me dit 3 ans, mais j'ai l'impression que c'est court. Mais c'est comme tout, je pense que un objectif, quelque chose qui paraît en fait inatteignable, peut-être avant, si on t'en avait parlé, enfin tu avais forcément eu connaissance de ça, mais si on te dit, bah tiens, tu vas partir 3 ans, 3 mois, 3 jours, ouais, je pense qu'avant, tu te dis, waouh, ça fait beaucoup, quoi. Et quand on réalise quelque chose, on regarde derrière, on se dit, bah ouais, finalement, ça va, quoi. Ouais. Je pensais que ça pouvait être plus dur, et un objectif inatteignable, quand tu l'as réalisé, bah finalement, tu te dis, bah non, ça va, quoi. C'est ça. Mais ça ne s'arrête pas à la retraite, c'est-à-dire que je médite encore quotidiennement, tous les jours, 1 heure par jour, et c'est un entraînement que je lâcherai a priori jamais, j'ai pas envie en tout cas, et je pense de s'entraîner à être bien, à être positif, à être altruiste, à être bienveillant, a priori pourquoi se priver de ça? C'est un équilibre, et l'un de mes maîtres tibétains disait méditer c'est donner des vacances à son esprit. Et je trouve que cette phrase, elle résume vraiment le côté méditation dans le monde actuel, moderne, laïque. Ça n'a rien à voir avec la religion, rien à voir avec la spiritualité. Juste se dire, je me pose, et je donne des vacances à mon esprit. Ouais. Et je me pose, mais ne serait-ce que 3 minutes par jour, 5 minutes. C'est à un vrai aucun cadeau. moment, on ne le fait jamais dans la journée, de se dire simplement, je me pose et je fais rien. Ouais. Enfin, je fais rien, c'est-à-dire je me calme, j'apaise mon esprit, et en se focalisant sur la respiration. Et plus on respire calmement, et plus les pensées vont s'apaiser en même temps et au rythme de la respiration. Ouais. Et de se dire, moi je le fais avec ma fille, je lui dis avant un contrôle, une évaluation, elle a le réflexe dans le couloir de se poser, se calmer avant de rentrer dans la classe. Ouais. Et finalement, les résultats sont différents parce quand on fait les choses calmement, avec du recul et plus posément, sans être trop dans le mental en disant ça va bien se passer ou pas. Ouais. Quand on médite, on n'est plus dans le mental. C'est un peu du lâcher prise. C'est carrément du lâcher prise, puis de voir ce qui va venir. Mais a priori, on réagit quand même mieux aux situations quand on est posé et calme, plutôt que dans l'émotion, que dans l'affect, que dans la tête en disant comment je fais quoi, et juste de se poser. Pose-toi puis tu verras. Ouais, c'est ça. Et et observe. Voilà. Et observe ce qui se passe sans juger. Exactement. Et le simple fait effectivement de se poser, parce que l'esprit vagabonde, tout le temps. On médite, on se pose, on se concentre, Ouais. et boum, on part, l'esprit il part, et les courses, le projet, le truc, les conflits, les machins, et hop, à chaque fois il faut se recentrer. C'est ramener à chaque fois l'esprit. Dans le bouddhisme, on dit que l'esprit est un petit peu comme un petit singe, tu sais, qui saute de partout. Ouais. Tu ramènes le petit singe et tu dis pose-toi, calme-toi. Mais le singe il reste jamais en place. Hop, ça va repartir. Il suffit d'un bruit. Hop, on médite et puis on entend un bruit. Hop, l'esprit est reparti. Ouais. Ou on voit un truc qui passe, ou on est dérangé, ou on pense à son téléphone, à son planning. Et en fait, notre petit singe, là, il n'arrête saute pas de partout, de bondir tout le partout. temps. Mais l'idée, c'est d'en avoir conscience et de se dire, oh, là, j'étais reparti. Ouais. Allez, tu reviens là, tu te poses sur la branche, là, et tu bouges pas quelques minutes. Juste se poser, mais sans dire, je veux pas penser, ou il faut s'arrêter de penser.
Méditer, il n'y a aucune contrainte dans la méditation. C'est pas s'imposer de ne pas penser. Parce que si tu t'imposes quelque chose, tu n'es pas en train de méditer. Non, bien sûr. Donc lâcher prise, on dit ok, je me pose, je respire, je me concentre sur la respiration. Et puis le temps, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, sans contrainte, sans timing précis, et puis repartir comme ça. Et moi en tout cas, ça me ressource énormément. Ouais. Voilà. Et observer ce qui se passe du coup, observer les bénéfices quoi, au fur et à mesure, et comme tu dis 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, déjà de le faire, il faut juste expérimenter le simple fait de se poser quoi. Mais souvent les gens commencent à méditer le jour où ça va pas bien. Ouais. Et je raconte ça dans le livre, c'est que les gens viennent me voir en disant j'ai commencé à méditer le jour où j'ai fait un burn-out, ou le jour où mon mari m'a quitté ou ma femme m'a quitté, mais ça marche pas, ça n'a pas marché. Mais c'est vrai que si on commence le jour où on est au plus mal, au plus bas, en pensant que c'est un remède miracle, juste de s'asseoir et de dire tiens, j'ai un gros problème, je vais m'asseoir, ça va aller mieux. Ouais. A priori, on cogite encore plus. On a l'impression de perdre du temps à être assis sur un coussin alors que là, ça va pas bien, il faudrait peut-être se bouger un peu. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est de méditer, s'entraîner à méditer déjà quand ça va bien. Ouais. Et de ne pas arrêter quand on est en vacances, quand ça va très très bien, mais de continuer de garder ce petit lien et cette petite, comme une habitude, de se dire allez 3 minutes. Quand on mange, on nourrit notre corps. Moi quand je médite, je nourris mon esprit. Donc de la même manière, c'est une nourriture saine pour avoir un esprit sain, dans un corps sain. Ouais. Voilà. Ok. Donc y aller petit à petit, progressivement, et le faire, commencer quand tout va bien en fait. Exactement, il y aura plus de résultats. Et ne pas attendre, je dis souvent, méditer sans avoir ni espoir ni crainte. C'est-à-dire pas l'espoir que je vais aller mieux grâce à ça, et sans la crainte de ne pas y arriver, je vais m'ennuyer, je perds du temps. Donc sans espoir ni crainte, on s'assied, on se pose, ou même sans s'asseoir. Ça peut être marcher dans la forêt si on aime marcher, ça peut être pour un artiste peindre un tableau ou jouer de la musique. Pour moi, tout ça, c'est des états quand même méditatifs. Ouais, tout à fait. Et on n'est pas obligé de s'asseoir, de se dire oh là là, la méditation est égale austérité, pas du tout. Ouais. Moi, quand j'enseigne la méditation dans les écoles à des enfants, heureusement que je ne les pose pas assis par terre pendant 1 heure en disant allez, voyez ce qui va se passer. Ça peut être dur. Non, je m'adapte à eux, à l'âge, aux circonstances. Il faut que ce soit un peu quand même ludique, et apporter ça avec de façon douce, progressive et moderne. Ouais, s'adapter effectivement au public que tu as aussi. Et du coup, chacun doit se l'approprier. Et effectivement, il y a plusieurs types de méditation. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de s'accorder du temps à soi et de se poser. C'est ça. Se poser, se reposer, et de s'accorder du temps pour accorder des vacances à son esprit. Voilà. Donc partez en vacances, emmenez votre esprit en vacances, accordez-lui ça. C'est hyper important. Exactement. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Merci. Un mot-clé, des conseils, tu nous en as déjà donné, mais l'idée c'est d'y aller progressivement. Oui, progressivement, et puis je pense que c'est accessible à tous. Je sais que moi, quand j'enseigne la méditation dans les écoles, là je vais partir dans les prisons, dans les hôpitaux, j'enseigne aussi à des chefs d'entreprise. Je me rends compte que finalement, tout le monde peut donner des vacances à son esprit. Bien sûr. On n'a pas besoin, ça coûte rien. On n'a pas besoin d'accessoires, d'attirail, de rien du tout. Et on peut vraiment s'approprier à chacun ses propres vacances. Donc moi j'ai envie de dire essayez. Ouais, c'est ça, essayez, ça coûte rien. Ça coûte rien et ça peut rapporter gros. Voilà, ça coûte moins cher que des vraies vacances. Ouais, c'est clair, ouais. Vacances économiques, garanties. Ouais, et où on peut le faire n'importe où, n'importe quand. Exactement. Ok. Voilà. Merci beaucoup Hermès. Merci à toi. Ouais, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à penser à la petite cloche aussi sur le côté, de manière à recevoir une notification. Et dans la description, je vous mettrai donc le lien pour le livre d'Hermès. Peut-être page Facebook. Facebook et Instagram si vous voulez. Facebook et Instagram. Yes, avec plaisir. Hermès Garanger. Et certainement un lien aussi sur lequel vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin et télécharger des conférences que j'ai enregistrées précédemment. Encore un grand merci Hermès. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci à tous. Ciao. Bonnes vacances. Ouais, bonnes vacances du coup. Ouais. Ciao.